suis toujours mêlé de politique comme supporter d'un parti, surtout à l'occasion d'élections et des choses du genre. Mais j'ai d'abord été approché par des militants du Parti québécois dans le comté de Gouin, à Montréal, que j'habitais à l'époque. Et j'ai carrément refusé de me porter candidat à la convention d'Angouin. Pardon. Et c'est finalement dans le comté de Maisonneuve qu'on m'a vraiment un peu tordu les bras, là, le bras. C'est une espèce de conjoncture là, où ce sont des militants péquistes et des militants syndicaux qui m'ont approché. Et bizarrement, c'était pour essayer de contrecarrer la candidature de Marcel Chaput, qu'on ne voyait pas chez ces gens-là, qu'on ne voyait pas comme député d'un comté comme Maisonneuve, comme vous savez, dont le profil est un profil ouvrier, du moins à cette époque-là. C'était un comté de gens hautement syndiqués. Vous aviez des usines comme la Vickers, les biscuiteries David Villot, etc., étaient situées là. Tous les gens du port de Montréal qui y habitaient. Alors, c'est pour ça qu'on sollicitait, on cherchait à avoir une candidature de quelqu'un qui venait du mouvement syndical. Et c'est comme ça qu'on a tenté de me convaincre. J'ai finalement accepté ces pressions-là, gentilles, agréables, c'est sûr, mais je vous avoue qu'au départ, je n'ai jamais envisagé une carrière politique avant ce moment-là. Et puis même quand je me suis présenté, l'objectif immédiat, c'était d'être candidat du Parti québécois à l'élection de 70, pensant éventuellement finir bon deuxième à cette élection-là. En 70, d'abord, il y avait une assez bonne organisation au niveau du Parti québécois dans Maisonneuve. C'était en grande partie d'anciens rinistes là, qui s'étaient réunis et qui déjà donc étaient un peu aguerris à l'organisation politique. Et avec ma candidature, est venu s'adjoindre un groupe assez important de gens du milieu syndical, des militants syndicaux, des permanents syndicaux. Et d'ailleurs, mon organisateur en chef était un organisateur de la CSN à ce moment-là. Donc, qui était habitué à travailler avec les gens, puis à distribuer des tâches, etc. Et on a eu une collaboration de toutes les centrales. On a fait comme une espèce d'unanimité à ce moment-là, malgré les rivalités là, ponctuelles entre les centrales. Et je me souviens qu'entre autres, notre comité de discipline, comme on l'appelait, ou notre comité de tisange, parce que c'était à l'époque où il y avait encore, la supposition de personne était encore très populaire. Alors nous, notre travail était d'essayer de contrer cette machine-là de la part des partis adverses. Et on avait organisé un groupe là, qui s'occupait de voir à ce que tout se déroule dans l'ordre. Et ça, c'était des gens qui venaient du port de Montréal, des gens de la FTQ en particulier. Et je me souviens, entre autres, que M. Bob Dufour, qui a été bien connu par la suite au Bloc québécois, qui a travaillé avec nous. Gilles Duceppe, qui est également maintenant du Bloc québécois, qui faisait partie de mon organisation, qui était un résident de Maisonneuve. Ce soir-là, les résultats à Radio-Canada étaient en retard pour des raisons électroniques que j'ignore, mais en tout cas, et on disait à Radio-Canada vers les 8h moins 10, un Parti québécois en avance, et c'était tout, il n'y en avait pas d'élus. Alors que le concurrent, TVA, annonçait un élu, et c'était moi, et puis on m'avait déclaré élu. Alors, quand j'ai appris que le 1 en avance et le 1 élu, c'était moi, là, j'ai commencé à me demander si je ne serais pas le seul élu, parce qu'on ne voyait pas poindre d'autres élections. Et en m'en allant, je me souviens qu'en m'en allant avec un de mes collaborateurs au local pour rencontrer les gens de mon organisation, je me disais, s'il faut que je sois le seul élu demain, je démissionne pour laisser la place à M. Lévesque. Et je ne me voyais pas arriver ici à l'Assemblée nationale tout seul, évidemment. Et bien évidemment, comme tout le monde le sait, fort heureusement, il y en a 6 autres qui ont été élus. Je ne connaissais personne là, sur le plan personnel. J'avais eu l'occasion de travailler avec Claude Charon durant la campagne électorale. Nos deux comtés étaient
voisins. Il y avait Maisonneuve, Sainte-Marie et Saint-Jacques qui représentaient Claude Charron. Alors, je suis allé à quelques reprises dans le comté de Saint-Jacques pendant l'élection. Il est venu à quelques reprises dans le comté de Maisonneuve. Mais c'est à peu près le seul où j'avais un minimum de contact. Le docteur Lorrain, je ne connaissais pas du tout. Je le connaissais de réputation, évidemment. Il s'était fait un grand nom au niveau psychiatrique. Mais les autres, je ne connaissais aucunement. Et finalement, c'est avec le temps que ce sont devenus de bons amis. On disait souvent qu'on était une équipe qui était tricotée serrée, puis effectivement, c'est ça. Peut-être que, comme le disait Ho Chi Minh, le partage de la souffrance est un gage d'unité. Alors, on a probablement partagé cette souffrance-là ensemble et en se serrant les coudes au cours de nos années qui ont suivi. Je me sentais comme transplanté dans un milieu où je n'avais pas grand-chose à faire. Ce qui a fait que pendant, je dirais, les premiers mois, la première année, on a noté chez moi, d'ailleurs c'est assez courant et connu, on a noté un manque d'enthousiasme dans l'exercice de la fonction, du moins au Parlement. Je me suis immédiatement, cependant, impliqué dans le comté lui-même avec la population de Maisonneuve. Ça, j'aimais beaucoup ce contact-là. Mais au niveau parlementaire, au début, je vous avoue, j'étais un peu réticent. Et ça a pris quelques mois avant que j'y prenne vraiment goût. Ça a pris de la patience de gens comme Camille Lorrain, qui était mon chef parlementaire, qui tranquillement m'a fait valoir le fait que j'étais important pour le groupe de la députation. Bien, au début, on avait l'air, nous, des gens complètement en dehors du pattern habituel de l'Assemblée nationale. On ne faisait pas une députation très, comment dirais-je, très caractéristique de ce qu'on s'attend à voir à l'Assemblée nationale. D'abord, il y avait des jeunes comme Charron, avec les cheveux longs. Notre façon de s'habiller n'était pas ce qu'il y avait de plus conservateur. Et également, on a commencé à introduire des choses à l'Assemblée nationale qui ne cadraient pas avec ce formalisme qu'on connaissait. À l'époque, on tapait sur le bureau pour applaudir. Et nous, on a trouvé que c'était absolument ridicule et on a commencé à applaudir comme ça. Et si vous voyez maintenant, ça applaudit comme ça. Il fallait avoir un tempérament de missionnaire pour faire de la politique à plein temps, c'est-à-dire pour quitter toute attache professionnelle et de vivre du salaire de l'Assemblée nationale, qui à l'époque, à ma grande surprise, était de 12 000 par année. Alors, comme on dit dans le langage populaire, j'ai pogné une drop importante, bien, pas si importante, mais quand même assez substantielle. Et au niveau du bureau de comté, c'était également la même chose. On avait très peu de moyens. On nous donnait un montant qui était à peine, qui était insuffisant pour couvrir les frais du bureau. L'attaché politique auquel on avait droit était rémunéré à un salaire de famine. Évidemment, si le député avait 12 000, imaginez-vous ce qu'avait l'adjoint politique. Alors, la première année, ça a été assez difficile à cet égard-là. Et puis, par la suite, le gouvernement de M. Bourassa a rajusté les choses, je pense, autour de 1971, où les salaires ont commencé à être un peu plus décents et on a commencé à nous donner des moyens, comme par exemple nous payer un logement à Québec si c'était notre désir de louer un logement ou quoi que ce soit. Moi, comme j'étais avocat, mon bureau de comté, pour moi, qui était sacré, en tout cas le lundi, c'était consacré à mon comté. Les gens qui venaient me voir, très souvent, c'était pour de l'aide juridique avant le temps, parce que, comme vous savez, l'aide juridique n'existait pas en 1970. Et étant avocat, j'avais souvent l'occasion de conseiller mes concitoyens, les gens du comté de Maisonneuve.
et même des fois des comtés environnants qui venaient à cet égard-là. On avait beaucoup d'interventions au niveau des tribunaux administratifs, par exemple, des choses comme la commission des accidents de travail où les gens avaient des problèmes à ce niveau-là. Beaucoup de cas de bien-être social, évidemment, soit qu'on leur refusait ou que, pour une raison ou pour une autre, on voulait des ajustements. Des cas d'assurance chômage. Et puis, il y avait évidemment l'inévitable demande. Il y a des gens qui croyaient que les députés étaient encore des omnipuissants pour trouver des emplois. Alors, on avait beaucoup de demandes de ce côté-là. Mais globalement, ça m'a permis de connaître beaucoup mieux cette population-là, de connaître aussi les associations de loisirs du comté qui venaient aussi en ces occasions-là. Et pour moi, jusqu'en 1979, ça a été une activité là, que j'observais religieusement tous les lundis. Je pense que j'ai pu entrer dans cette fonction-là assez facilement. D'abord, dans le milieu syndical, j'étais habitué aux assemblées délibérantes. Évidemment, c'était le code Morin qu'on appliquait et non pas un règlement très particulier comme celui de l'Assemblée nationale, mais c'est inspiré des mêmes principes, finalement. Alors, assez rapidement, je me suis senti à l'aise dans ce contexte-là. Et comme membre de l'opposition, comme leader de l'opposition, mon côté revendicateur a eu un bon côté, m'a été utile dans les batailles quotidiennes qu'on a à faire à l'Assemblée nationale, surtout que le leader parlementaire est la personne qui un peu défend ses collègues au niveau du règlement en Chambre lorsque un de ses collègues est attaqué. Et Dieu sait qu'on était attaqué assez régulièrement. Au départ, il y a M. Laporte qui était un petit peu plus difficile de contact, comme il était leader parlementaire du gouvernement. Alors, on s'est fait jouer des petits tours par M. Laporte, mais par la suite, quand M. Gérard Delévesque est devenu leader du gouvernement, mes relations avec lui ont été excellentes. On a pu facilement en arriver à des ententes, parce qu'il y a aussi de ça dans la fonction de leader parlementaire d'un parti, c'est de négocier avec les autres partis pour utiliser au mieux possible le temps de présence à l'Assemblée nationale, l'ordre des travaux, etc. Alors, M. Lévesque M. Gérard D. Lévesque, dis-je, était très porté à collaborer avec nous et mes relations avec lui ont toujours été excellentes. Et ce qui nous a permis même éventuellement de travailler ensemble avec les autres leaders parlementaires des deux autres partis, de l'Union nationale et des créditistes, pour modifier le règlement, le simplifier, parce qu'au début, on avait le vieux règlement qui était une brique de je ne sais pas combien d'articles et des choses complètement dépassées. Et sous l'égide de M. Jean-Noël Lavoie, qui était alors président de l'Assemblée nationale, on a réussi à faire un règlement moderne qui dans l'ensemble, est le règlement qui existe actuellement, malgré des modifications qui ont été faites récemment. Et évidemment, le leader du gouvernement, c'est lui qui organise les travaux de la Chambre. Alors là, c'est l'autorité du côté gouvernemental pour présenter les projets de loi, fixer l'ordre des projets. Et là, vous avez un autre élément qui entre en ligne de compte. Il faut négocier maintenant avec ses collègues aussi. Et parce que très souvent, et surtout au début, quand on a été élu en 1976, j'avais beaucoup de mes collègues ministres qui, un peu comme moi quand je suis arrivé en 1970, considéraient l'Assemblée comme pas tellement importante. Et il a fallu que je les convainque que c'est important qu'ils soient en Chambre, qu'ils soient là pour la période de questions. Parce que nous, quand on était dans l'opposition, on avait critiqué le gouvernement quand les ministres étaient absents. Alors, il ne fallait pas qu'on se fasse critiquer pour la même chose. Également, pour les projets de loi, il fallait que les ministres soient présents et qu'ils consacrent du temps à l'Assemblée pour défendre leur projet de loi, ce que certains considéraient comme, pas une perte de temps, mais en tout cas quelque chose qui les embêtait sérieusement.
De tout temps, le système parlementaire britannique semble favoriser, ou le système uninominal à un tour là, dans lequel nous vivons, semble favoriser l'existence de deux partis, un parti au pouvoir et un parti d'opposition officielle. Et surtout depuis 1970, avec la venue du Parti québécois et des créditistes, il est arrivé ce phénomène un peu qu'on s'est aperçu que le système à deux partis ne convenait pas à l'existence de tiers partis. Et en 70, à cause de l'importance du vote qui était accordé au Parti québécois, tout près de 24 %, même si on avait seulement que 7 députés, et à cause du nombre de députés qui étaient accordés au Parti créditiste, 12 députés, on a dit, bien, il faut changer les règles, il faut être honnête pour la population qui a voté pour ces partis-là. Et parce que si on avait laissé les règles telles qu'elles étaient en 1970, ni le Parti québécois, ni le Parti créditiste n'auraient été un parti reconnu en Chambre. On aurait été tout simplement un regroupement d'indépendants au sens de la loi de l'Assemblée nationale. Et on a fait, en 1970, on a fait un habit sur mesure pour ces deux partis-là. On a dit, le Parti québécois a 24 %, donc un parti sera reconnu s'il obtient 20 % des voix. Et on a dit, le Parti créditiste a 12 députés, un parti sera reconnu, donc, s'il a 12 députés. Et c'est de là que viennent ces règles-là qu'on connaît toujours aujourd'hui. Et c'est ces règles-là qui empêchent tout parti qui n'entre pas dans ce carcan-là d'être un parti reconnu à l'Assemblée nationale. Ça a été très difficile parce qu'on était vraiment très, très mal à l'aise avec cette situation-là. D'une part, beaucoup de gens tentaient de nous associer, les gens là, qui nous traitaient de séparatistes et qui n'étaient pas contents de voir notre engagement pour faire du Québec un pays souverain. Bien, ils ont sauté sur l'occasion pour essayer de nous associer ou de nous accoler l'image du FLQ, qui, comme on le sait, était un mouvement terroriste, tout simplement, même si ce mouvement-là défendait des objectifs qui visaient la souveraineté du Québec. Et alors, on était comme tiraillés entre l'obligation de montrer notre distance à l'endroit de ce mouvement-là, tout en maintenant notre engagement vis-à-vis de la souveraineté du Québec. Et tout en contestant aussi la loi des mesures de guerre, qui est une tâche sur la démocratie québécoise et canadienne, je pense qu'il est indélébile. Il ne faudra jamais qu'on oublie ça. Il y a des gens qui ont oublié qu'en 1970, les droits et libertés ont été carrément mises de côté dans un pays qui se dit démocratique à cause de quelque chose. Là, on le voit, là, il y a eu à peu près 7 ou 8 condamnations devant les tribunaux pour ces actes-là. Et puis, on a mis en prison, sans détail, sans rien, sans accusation ni rien. On a mis 400 personnes en prison en pleine nuit, comme si on était en pleine guerre. Alors, nous, on voulait décrier cette situation-là, mais évidemment, à chaque fois qu'on contestait cette loi des mesures de guerre, on avait l'air de défendre le FLQ. Alors, ça a été une période difficile pour nous de maintenir notre engagement, tant à l'endroit des droits et libertés qu'à l'endroit de la souveraineté du Québec, et également de se dissocier de ce mouvement avec lequel on était totalement en désaccord. Évidemment, du côté des députés d'arrière-ban du gouvernement, à ce moment-là, on s'amusait très fortement à nous accuser de faire partie de ce mouvement terroriste-là. Et ça a été difficile, ça a été pénible.
quand est arrivée l'élection de 1976, j'étais de ceux qui pensaient qu'on ferait une bonne grosse opposition de quelques 40-45 députés. Et à ma surprise, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde au parti a été surpris, mais à ma surprise, à moi, on s'est retrouvé avec 69 députés, puis une majorité à l'Assemblée nationale, puis on a pu former le gouvernement en 1976. Mais il n'y a pas de doute que cette attitude agressive qu'on a développée entre 1973 et 1976, et surtout vers la fin, a contribué à démontrer les failles dans ce gouvernement-là. Maintenant, quand on a commencé à en parler avec M. Lévesque, je lui ai dit que j'étais disponible pour n'importe quel poste. Sauf, je lui avais mentionné, sauf que je lui ai dit que je ne croyais pas que ce serait une bonne chose que je sois ministre du Travail à cause de mes liens trop proches avec le milieu du travail. Parce que là, si vous devenez ministre du Travail, il faut que vous parliez au patronat aussi. Et moi, j'étais trop carrément identifié au milieu syndical pour faire un ministre du Travail qui travaillerait efficacement avec les deux parties. Parce qu'il y a des syndicats, mais il y a aussi le patronat qui est très important dans ce milieu-là. Alors, ça avait été ma seule réserve. Et c'est là que j'ai appris, à ma grande surprise, le projet des ministres d'État et du comité de priorité, qui était, à mon avis, une excellente idée. Et rapidement, j'ai endossé ce projet-là. L'idée d'avoir 5 ministres, qu'on appelait des ministres d'État, qui n'auraient pas d'obligation d'administrer un ministère particulier, mais qui auraient plutôt comme fonction d'envisager des grandes mesures dans des secteurs particuliers. Alors, vous en aviez un en matière sociale, un autre en matière culturelle, en matière linguistique, ça a donné la loi 101. Et moi, on me confiait une sorte de milieu des institutions politiques, en particulier qu'on dénommait réforme électorale et parlementaire. Et alors, moi, ça m'a plu, cette approche-là. C'était nouveau d'avoir 5 ministres qui faisaient partie d'un comité de priorité avec le ministre des Finances puis le ministre des Affaires intergouvernementales, qui pensaient, si vous voulez, à long terme à la législation. Et ça a donné des choses merveilleuses. On n'a qu'à penser à M. Marois, qui est arrivé avec la loi sur la santé et la sécurité, avec une loi sur les normes du travail qui était tout à fait rajeunie et qui prenait une importance très grande. Je vous avoue que j'aurais aimé être ministre de la Justice. Dans l'opposition, j'ai été critique de l'opposition en matière de justice et j'avais des idées sur un certain nombre de choses qui pourraient se faire en cette matière-là. Aujourd'hui, si je regarde en arrière, je pense bien que M. Lévesque me trouvait peut-être un peu trop entreprenant, si je peux utiliser ce mot-là, pour être un ministre de la Justice de tout repos pour lui. Peut-être que ça l'inquiétait de me confier une responsabilité comme celle-là. Le fait de me mettre dans un milieu où on défendait la démocratie en matière de réforme électorale, c'était peut-être plus rassurant pour lui de me voir là.